sur notre première journée de santé au travail qu'on avait présentée, où on a réfléchi sur les dessous de la souffrance à l'hôpital. Et on s'était intéressé particulièrement aux transformations qu'avait connues et que connaît toujours l'hôpital, et notamment les effets de la logique comptable et de la tarification à l'acte, qui vient acter de l'assujettissement du soin à l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire l'assujettissement du soin à l'économie ? C'est organiser le travail à partir d'une logique rentable. Et ça a forcément des impacts. Le premier impact, c'est celui de la question du soin, surtout dans la fonction publique que aujourd'hui on représente. Si on parle de rentabilité, ça suppose de réduire les coûts. Et réduire les coûts, ça a des effets sur les missions des soignants, des agents, quels qu'ils soient. Donc cette gouvernance par le nombre, elle va se déployer. Pour pouvoir se faire, il faut des instruments qui puissent permettre de mesurer cette gouvernance par le nombre. Et une des manières de mesurer cette rentabilité, j'ai envie de dire, c'est de s'intéresser aux agents qui produisent ce travail. Les agents qui produisent ce travail, c'est vous, moi, enfin nous tous. Et ce travail, il est produit, on va essayer il y a une volonté de mesurer cette performance, une performance du salarié. Et si je prends cet exemple, c'est parce que ça nous concerne tous. Cette performance du salarié, elle va s'incarner dans l'entretien individuel. Parce que cet entretien individuel, il va venir tracer et évaluer l'agent pour dégager sa performance par le biais, par exemple, d'objectifs à atteindre. Moi, ça me fait... je sais pas, moi je pense par exemple à une ASH qui est là depuis 20 ans, on va lui demander quels sont vos objectifs pour l'année prochaine. Ça me fait doucement rire parce que je vois pas comment... qu'est-ce qu'on entend par objectif? Et d'autant plus que ces entretiens, ils viennent du privé et aussi ils sont construits de manière à ce qu'il y ait une mobilité chez les agents. L'idée derrière l'entretien, c'est qu'on soit mobile. Et qui dit mobilité, ça veut dire que l'implication, l'engagement dans un service, eh ben, elle a une petite durée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet entretien? Je vais dire un petit peu en vrac les choses qui me paraissent un peu... Oui. Est-ce que d'intervenir, pas forcément d'accord avec vous? Attendez, excusez-moi, en fait, ce qu'on va faire, c'est pas de problème, vous pourrez intervenir, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être vous dire le déroulé de la journée. Je vais présenter, je vais faire une petite introduction, c'est pour amener des éléments, on n'est pas forcément, et c'est bien, c'est pour ça que c'est intéressant, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et à l'issue de nos interventions, de mon intervention et de celle de Selma Regui, on vous laissera la parole. Si ça vous va comme ça, parce que sinon après, on va avoir du mal à tenir notre fil. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez... Il n'y a pas de problème, moi ça m'intéresse, hein, vous ne soyez pas d'accord, et justement, c'est ici, on vient faire débat ici. Je ne pourrais pas suivre toute la journée et dire qu'on cherche la mobilité, alors qu'on travaille toute la journée à utiliser les agents. Alors, je réponds à cette question, je vous dis ça parce qu'on a fait, nous, en tant que syndicat, on nous a présenté cet entretien individuel, et la dame qui nous l'a présenté, elle nous dit que le but de ces entretiens individuels, c'est la mobilité. Voilà, c'est juste pour vous donner cet exemple, elle nous l'a dit clairement. Donc je reviens sur... et on pourra parler avec plaisir. Donc, alors, comme son nom l'indique, l'entretien individuel se focalise aussi sur l'individu et va individualiser le travail. Qui peut, j'ai envie de dire, pousser à l'extrême, avoir un sentiment d'être seul face à son travail.
alors qu'on sait très bien que ce travail, il est collectif et il se fait en équipe. Donc, ce nouveau paradigme de la gouvernance par le nombre va peu à peu balayer, mettre de côté tout ce qui est de la qualité du travail, de l'implication, de l'engagement. C'est prendre le temps d'être avec un patient, ça ne va pas être mesuré. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre le temps d'accueillir quelqu'un, d'expliquer, ce n'est pas mesuré. Ces choses-là n'apparaissent pas dans la facturation, dans la cotation, dans les gestes techniques que l'on peut avoir quand on soigne quelqu'un. Et d'ailleurs, quand on ne parle plus de patient, on parle de lit. Déjà. Ça raconte déjà quelque chose. Donc tout ce qui habille les gestes techniques ne pourront pas être tracés, et ne sont pas tracés, ne sont pas comptabilisés, et vont conduire tranquillement à interdire une façon de travailler ensemble. Mais ça s'installe à bas bruit, on ne le voit pas, on ne peut pas le voir, parce qu'il faut se dépêcher. Et qu'est-ce que c'est ce qui habille? C'est la valeur affective du travail qui se voit attaquer. La valeur affective, c'est ce qui fait qu'on transforme le travail, le travail nous transforme, on se donne au travail d'une certaine manière. Pour ce qui est de la rentabilité du travail, on le sait très bien, cette rentabilité à terme, elle va dégrader aussi le cœur même du travail et donc les missions des soignants. Le travail ainsi réduit aux chiffres fait apparaître une souffrance chez les agents, et d'autant plus quand on est dans la fonction publique. Qu'est-ce que j'entends par souffrance? C'est cette souffrance éthique qui fait que on ne va pas prendre le temps d'écouter parce qu'on n'a pas le temps d'écouter certaines personnes, et il va y avoir un conflit moral. On va mettre son concours à aller vite parce qu'il va falloir se soumettre à cette rentabilité, et ce conflit-là, c'est comme une trahison de soi-même, et cette trahison de soi-même peut confiner parfois quand je ne sais pas, moi j'imagine un médecin aux urgences où on est extrêmement sollicité, enfin pour avoir reçu pas mal d'agents qui travaillaient par exemple dans les urgences ou ailleurs, ou dans d'autres services, une forme de bâcler, même de ne pas faire son travail correctement. Et ça va induire une mauvaise image de soi. Une mauvaise image de soi qui, si on laisse pourrir les choses, dégrader les choses, ça va amener même à une haine de soi. Alors tous ces éléments que je vous donne, ça va conduire à la perte du sens, ce qu'on appelle le bore-out en anglais, qui est souvent relayé au niveau du débat social, qui va être là, tapis dans l'ombre. Pour continuer dans vous avez remarqué, hein, je mets la focale là pour le moment sur les entretiens. Et si leur objectif, c'est également aussi mesurer la performance du salarié, ça montre aussi des autres effets collatéraux où on va surresponsabiliser les salariés, comme s'ils pouvaient être évalués et décorrélés du collectif. Et on voit bien comment le collectif ici est nié, et pouvant même parfois entraîner une compétition entre salariés. Donc, tous ces petits détails que je tente un petit peu de vous faire appréhender, pour moi, c'est un peu le diable qui va se loger dans les détails. Et donc, ces instruments tels que l'entretien, le ratio soignant-soigné, rentabilisés, vont faire le lit des conflits interpersonnels. Pourquoi? Parce qu'ils vont casser la solidarité entre les agents, ils vont les mettre en compétition, ils vont cultiver une mauvaise image de soi, ils ne vont pas se reconnaître dans l'engagement, dans cet engagement qui les a fait venir travailler dans la fonction publique. Donc si on a fait le choix cette année de travailler sur ce qui fait le lit des conflits dits interpersonnels, c'est aussi pour essayer de faire un pas de côté et de réfléchir sur ce que ça peut nous raconter sur les organisations de travail. Et l'objectif donc de cette journée, c'est d'amorcer une réflexion collective
pour qu'on puisse ensemble élaborer des perspectives sur nos conditions de travail, sur nos organisations de travail, pour nous libérer des contraintes du court terme. Les contraintes du court terme, c'est l'urgence, il faut se dépêcher. Alors aujourd'hui, on va prendre ce temps, on va aller au-delà de l'urgence, au-delà de nos souffrances, pour mettre en évidence les éléments fondamentaux, structurels, de ce qui se loge derrière les conflits. Quand un agent souffre, au-delà des causes qu'il évoque de prime abord, par exemple, c'est ma référente qui, ou c'est toujours sur moi que ça tombe, en profondeur, c'est parce qu'il n'arrive ni à penser le conflit dans lequel il est pris, ni à soutenir sa propre position. Il est né dans le guidon, hein, en somme. Et quand on reçoit les plaintes, elles sont très régulièrement exprimées sur le mode du conflit interpersonnel. C'est ma collègue qui n'arrête pas, elle vient me chercher, le chef qui n'arrête pas de... Je vous laisse imaginer toutes les phrases qu'on peut récolter comme ça, et notamment nous au syndicat, en tout cas c'est à partir de cette place de syndicalistes, de militants, et d'accueil de la parole des agents, qu'on aura une tendance effectivement, nous aussi, à focaliser sur la relation interhumaine. Sauf qu'on se rend compte que, parfois, dans certains services, en enlevant, entre guillemets, le conflit, c'est-à-dire en déplaçant parfois certains agents, parce qu'on va demander à certains agents de partir, on se rend compte que quelques mois plus tard, le conflit va de nouveau réapparaître, sous une autre forme. Et ce conflit va résister, en fait. Et ça vient bien nous révéler qu'il y a quelque chose de systémique, que c'est au-delà des relations interpersonnelles. Et je crois vraiment que si on ne prête pas attention à ces aspects, on contribue à l'enlisement de l'agent dans ses difficultés. Donc c'est notre rôle, entre autres, d'entendre au-delà de la plainte. Parce que les salariés affrontent leurs souffrances au travail comme s'ils se réduisaient à des questions personnelles, alors qu'elles résultent en profondeur des tensions de l'organisation du travail. Tensions qui ne sont pas prises en compte au sein des services, ni même dans le débat social. Moi, j'aimerais juste faire un rappel sur qu'est-ce que c'est que le travail. Quand on travaille, les relations entre humains, les relations qu'on a au travail, elles sont médiatisées par les relations aux objets travaillés. Les objets travaillés, c'est un patient qu'on reçoit, je ne sais pas moi, une secrétaire, c'est comment on va taper, rédiger, à quel moment je vais rédiger. C'est très vaste, mais il y a toujours des objets qui sont entre nous, entre soi et une autre personne, entre deux personnes. Et dès que l'on cherche de ce côté, on voit que c'est là qu'apparaissent les désaccords sur la façon de se comporter vis-à-vis de ces objets. Ce sont eux qui constituent la base des affrontements. Comme c'est très généralement le cas, le conflit ne trouve donc pas son origine dans telle ou telle particularité psychologique des participants, mais dans une différence d'appréciation sur la façon de traiter un objet du travail. J'ai envie de donner un exemple qui n'est pas directement lié à ça, mais qui est très récent, où il y a des conflits avec des ASH, des conflits qui n'arrêtaient pas depuis 1 an, et puis à chaque fois, on déplaçait un agent, il partait, et ça continuait. Quand on a regardé de plus près ce qui se passait dans ce service, c'est que les ASH qui étaient dans les blocs, c'était des ASH où il y avait beaucoup de turnover, c'est-à-dire que c'était des nouveaux arrivants qui ne connaissaient pas. Or, quand on a regardé de plus près, qu'on a demandé après au cadre, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de turnover? Il nous explique qu'en fait, il n'a pas pu pérenniser cette équipe, qui a préféré être au brancardage, et ils ont dû pallier l'absence. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les anciens ASH accueillaient ces nouveaux ASH qui ne savaient pas faire le travail, donc ils n'étaient pas en confiance, parce que le bloc, ça demande aussi une grande propreté. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet? C'est que
au lieu de penser, de travailler l'équipe en se disant qu'il faut pérenniser une équipe et que là, il ne faut surtout pas qu'il y ait du turnover, on n'a fait qu'alimenter ça. Et c'est dans ce détail-là que nous, on a pu aussi mettre un pas de côté, faire un pas de côté et se dire, bon, il ne s'agit pas de personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'entendent pas, parce qu'on n'est pas forcément là pour s'aimer, on est là pour travailler. Donc, s'il y a incompréhension, c'est parce que la situation n'est envisagée qu'en termes de relation entre les protagonistes et que ce qui se joue dans le rapport aux objets du travail n'est pas pris au sérieux. Et on sous-estime vraiment ce rapport aux objets, ce rapport au travail qui fait le cœur de nos relations. Puis un dernier point que je voudrais vous donner, c'est aussi rappeler que la France est le pays d'Europe qui consulte le moins ses salariés pour les organisations qui les concernent. Et à terme, ça c'est un problème de santé publique, de ne pas associer les salariés à la réflexion de leur organisation de travail. Donc si on n'associe pas, comment on peut relayer, comment on peut raconter, dire comment on peut travailler si c'est gouverné par le haut. Je voudrais aussi faire une petite digression par rapport à cette question de l'attractivité qui concerne l'hôpital, où on voit de plus en plus de soignants partir parce qu'ils ne trouvent pas de sens, ou alors ils ont l'impression de bâcler leur travail. Aujourd'hui, pour pallier cette pénurie, au lieu de travailler, de comprendre qu'est-ce qui, dans les conditions, les organisations de travail, ne permet pas de garder les agents, c'est par un autre biais qu'on va attaquer les choses, c'est en mettant... excusez-moi, je perds mon idée. C'est qu'au niveau des pouvoirs publics, on va s'attaquer, comme on a un problème de pénurie d'effectifs, on va s'attaquer plutôt à la question du chômage. C'est-à-dire qu'on va réduire le temps de chômage pour obliger les gens à revenir travailler. Or, comme les gens ne veulent pas revenir travailler à cause des conditions de travail, ils vont peu à peu aller vers autre chose, vers de l'auto-entrepreneuriat. Parce que quelque part, ce qui fuit réellement, c'est les conditions de travail. Et que c'est sur cet aspect-là, c'est sur ces choses-là qu'il faut vraiment travailler et réfléchir ensemble. Donc en bref, même si le conflit apparaît au premier plan, il est souvent la partie visible de l'iceberg. Et nous avons tous des travers, et certaines conditions de travail cultivent ce qu'il y a de moins reluisant en nous. Alors on va essayer de répondre aujourd'hui, quelles sont ces conditions, ces organisations de travail propices à laisser aller nos travers? Alors pour répondre à ces questions, nous avons invité deux intervenantes, Selma Régui, qui est sociologue. Elle va nous montrer comment les organisations de travail impactent les relations entre collègues. Elle nous proposera, du moins je l'espère en tout cas, de nous amener à réfléchir à certains leviers pour désamorcer ces conflits. Elle nous dira également comment, sur le plan de la prévention, on peut rappeler à l'institution la responsabilité qu'elle engage en mettant en place tel type d'organisation de travail. Notre deuxième intervenante est une économiste qui a travaillé essentiellement sur les conflits. Alors c'est étonnant parce qu'on se dit économie, pourquoi conflit? Et elle a articulé l'économie au conflit. Et elle va venir nous présenter comment ces deux choses qui paraissent si éloignées sont articulées ensemble. Je vous remercie. À vous, Selma. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Selma Régui, depuis 2001, donc 24 ans maintenant, mon métier, c'est de faire des enquêtes sur les conditions de travail. Ça va mieux?
ne sais pas utiliser ces choses. Depuis 2001, là ça va. Donc 24 ans, mon métier c'est filmer, mais je vais le dire quand même, c'est d'embêter les employeurs à ma façon, puisque je fais des enquêtes légales sur les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail. La loi appelle ces enquêtes des expertises. Elles ont lieu à l'initiative des représentants du personnel dans les entreprises privées, mais aussi dans les établissements publics. Donc j'ai eu notamment l'occasion de faire ce type d'enquête dans la fonction publique hospitalière. Alors la journée, quand on m'a appelée, m'a dit, et je remercie de l'invitation, porte sur le sujet des relations au travail. Alors ça m'a parlé, ça m'a intéressée parce que en 24 ans d'enquête, ce sujet des relations au travail a toujours été très fortement présent dans mes enquêtes. Très fortement présent, même si ce n'était pas forcément le sujet, la porte d'entrée de l'enquête. Je veux dire, ce n'est pas forcément les conflits qui ont motivé le déclenchement d'une expertise, mais dans tous les cas, ou quasiment tous, ce sujet survient et fortement dans les entretiens que je peux avoir avec les personnels. Alors, il survient jamais de façon tiède, je dirais de deux manières. Soit on me rapporte des réalités très dégradées, des conflits dits horizontaux entre personnels n'ayant pas de lien hiérarchique entre eux, soit de conflits dits verticaux avec différents représentants de la hiérarchie. Donc soit la réalité est très dégradée, soit au contraire, on me rapporte une réalité très positive, et là j'évoque notamment les relations horizontales, en m'évoquant des relations empreintes de solidarité, de confiance, de soutien, etc. Et en soulignant, les personnels soulignent, et notamment dans votre secteur, à quel point, quelque part, c'est un peu le dernier rempart. Pour être plus concrète, souvent je débute l'entretien avec la personne en lui disant on va essayer d'explorer les plus et les moins. Qu'est-ce qui va au travail et qu'est-ce qui ne va pas. Alors bien souvent il démarre par le moins et la liste est longue, et quand à chaque fois je ramène à dire mais alors vous êtes toujours debout et là au travail qu'est-ce que vous mettez dans la colonne des plus, quand la réalité est positive, c'est très souvent la relation collègue qui est posée et qui vient comme modérer un peu les effets des autres problèmes et des autres risques au travail. Bon. Alors, que la réalité qui m'est décrite soit très positive ou très négative en matière de relations au travail, dans les deux cas, il y a quelque chose qui, à chaque fois, me frappe et m'interroge. Et c'est ce que je voudrais en quelques mots partager avec vous, en espérant que ça alimente un petit peu les travaux et les discussions du jour. Alors, je vais commencer par les cas où cette réalité des relations au travail m'est décrite comme étant très négative, très dégradée. Alors, ce qui m'interroge, c'est la manière dont le sujet des conflits au travail est traité. Alors, la manière dont il est traité par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes. Je ne parle pas de la manière dont il est traité par les dirigeants, parce que là, je vois bien pourquoi les dirigeants le traitent ainsi. Alors, quelle est cette façon de le traiter? Et là, je ne vais rien dire de très original par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, c'est une tendance forte que j'observe dans mes enquêtes. C'est que cette manière de traiter le sujet des conflits au travail, c'est que très souvent, dans les propos, dans l'explication des conflits, il y a peu, voire aucune référence au rôle de l'organisation du travail dans la production de ces conflits. Voilà, le propos, l'explication reste centré sur les dispositions individuelles. Très souvent, pour décrire et expliquer les tensions, les conflits, l'opinion qui est communément partagée et qu'on me livre, avec plus ou moins de nuances, elle va invoquer des dispositions individuelles comme étant le principal facteur de désorganisation et de turbulence. Alors,
finalement, on me dit la mauvaise ambiance, c'est une affaire d'individus. Voilà, il y a une tendance à focaliser l'attention sur ce qui se joue au niveau des individus, et notamment dans l'ordre du psycho-affectif, en expliquant et en évaluant les comportements par des effets de personnalité, en décrivant les difficultés au travail sous le seul angle intersubjectif. Alors, qu'est-ce qu'on m'évoque? On m'évoque des caractères, des personnalités, des humeurs qui sont difficiles, incompatibles. Un tel est colérique, et ça prend du temps dans l'entretien. Un tel est lunatique, rancunier, individualiste, violent, toxique, pervers, et je vous en passe, mais finalement, on décrit des traits de personnalité qui seraient l'explication principale dans la production des tensions, voire des conflits au travail. Alors, on m'invoque aussi l'âge. Bien souvent, dans les conflits repérés au travail, l'explication dominante, c'est un conflit de génération. Voilà, des anciens plus âgés et des nouveaux arrivants plus jeunes n'auraient pas, du fait de cette différence d'âge, le même rapport au travail, à l'engagement, au métier. Et donc, ce serait cette différence d'âge, donc encore une fois une propriété individuelle, qui serait principalement explicative du conflit. On m'évoque dans d'autres cas le genre. Une expertise qui m'a marquée dans ces 24 ans, c'était un atelier quasi exclusivement composé de femmes. Là, l'expertise avait été déclenchée en raison de conflits graves qu'il y avait entre ces travailleuses. Et le discours dominant pour expliquer ces conflits, y compris porté par les travailleuses elles-mêmes, c'était que les femmes étaient naturellement jalouses, moins solidaires que les hommes, et que l'ambiance de travail en était forcément marquée quand elles travaillent entre elles. Donc finalement, la mauvaise ambiance était une affaire de femmes. Donc on invoque des dispositions féminines comme la cause des conflits. Il y a une croyance dans le caractère nocif des femmes entre elles, et cette croyance fait porter finalement la charge des dérèglements sur une catégorie, celle des femmes, et ça l'individualise dans le même temps. Certaines femmes, me disait-on, encore une fois, ça prenait des temps infinis dans les entretiens, étant plus mauvaises que d'autres. Donc encore une fois, on ramène l'explication du conflit. Je vois sourire dans la salle parce que je crois que cette explication est largement dominante dans les environnements de travail majoritairement féminins, dont le vôtre. On ramène l'explication du conflit on la naturalise, à des dispositions individuelles. Voilà. Alors moi, ça m'interpelle parce que ça m'interroge que les travailleurs, pas tous bien sûr, mais il y a quand même cette tendance forte, de ma vue en tout cas, j'ai bien sûr pas tout vu, mais j'ai quand même, je crois, fait un nombre d'enquêtes conséquent. Ça m'interroge parce qu'en 24 ans, j'ai toujours constaté le lien fort qu'il y avait entre l'organisation du travail, les conditions de travail et les conflits. Alors, invariablement, le lien entre une intensité de travail excessive et les conflits, surcharge de travail, pour le dire plus simplement, qui abîme la qualité des relations au quotidien, qui empêche d'être objectivement disponible pour soutenir professionnellement le collègue qui est dans la panade. Et donc, ça crée des ressentiments qui finissent souvent par se traduire en relations dégradées, voire en conflits plus exacerbés. Donc, ce lien invariablement constaté entre l'intensité excessive et les conflits. Autre lien, ce manque de temps au travail, la raréfaction des temps collectifs, finalement qui rendent quasiment impossible de transmettre et de débattre les savoir-faire de métier et les règles de métier, et notamment les normes de qualité, c'est-à-dire qu'est-ce que les professionnels, pas la direction, mais comment les professionnels définissent le travail bien fait. Et donc,
finalement, on retrouve des professionnels qui n'adoptent pas les mêmes règles de métier et les mêmes normes, et ça finit par se traduire par des jugements dépréciateurs des uns sur les autres, sur leur façon de travailler ou la conception du travail bien fait, et encore une fois, qui finit par produire des conflits. Autre lien, alors là, je dirais, c'est malheureusement un très très grand classique, et en particulier dans votre secteur, des conditions de travail qui deviennent pas soutenables pour la santé, qu'elle soit physique et ou psychologique, qui finissent par entraîner des absences, soit de longue durée, soit des absences répétées, des absences qui ne sont pas remplacées ou pas remplacées par comme elles devraient l'être, c'est-à-dire par des professionnels disposant d'une connaissance équivalente de la situation de travail. Et donc, ça finit par alimenter encore plus, accentuer la charge de travail de ceux qui sont présents. Combien de fois des soignants qui me décrivent comment des vacataires, des intérimaires ne peuvent pas remplacer la collègue qualifiée, expérimentée, qui connaît le service, etc. Je pense que je ne vous apprends rien. Et qui, de ce fait, on ne peut pas lui déléguer tout ce qu'on pourrait déléguer. On ne peut pas ne pas contrôler, ne pas surveiller, etc. Et donc, bien que les soignants soient conscients que la collègue ne s'absente pas parce qu'elle en a envie ou par complaisance, elle s'absente parce qu'elle y est contrainte, mais ça finit quand même par nourrir des ressentiments à cause des conséquences et notamment, je l'ai dit, de l'accentuation de la surcharge des présents. Pour illustrer encore sur le rôle entre l'organisation du travail et les conflits, j'évoquerai volontiers un exemple et volontairement qui est très éloigné de votre secteur d'activité, mais peut-être que dans les mécanismes, vous y trouverez des analogies. C'est une expertise qui m'a... Voilà, je pense que ça fait partie de celles que j'oublierai pas. Quand je serai à la retraite, j'y repenserai encore. Alors, c'était une entreprise située en banlieue parisienne, dans les banlieues dites chaudes. Elle employait des ouvriers qui, pour la plupart, habitaient dans ces banlieues. Alors, c'était un travail sur chaîne, avec notamment port et manutention de charges lourdes, station debout prolongée, travail répétitif et j'en passe. Donc, un travail physiquement extrêmement pénible, je dirais même usant. Et là, pour le coup, l'expertise avait été déclenchée à cause des conflits qui constituaient un risque grave, puisqu'il y avait des violences verbales, des violences physiques, des tags, des insultes, des menaces, et plus grave, sur le lieu du travail. Plusieurs fois, c'est allé loin, c'est-à-dire que ça s'est traduit en accident du travail et en dommages pour les salariés. Il y avait même eu licenciement à cause de ces conflits au travail. Donc les conflits commençaient à prendre une ampleur telle, même menaçante, à la fois pour l'intégrité physique et psychologique et pour l'emploi, que les représentants des salariés déclenchent une expertise légale pour risque grave. Je suis donc nommée, enfin le cabinet où je travaillais à cette époque-là, et la direction, qui en a toujours le droit dans ses enquêtes légales, conteste l'existence du risque grave. Alors, elle ne conteste pas les conflits et leur ampleur et leurs conséquences, parce que là, il n'y avait pas possibilité d'en nier l'existence. En revanche, elle va contester le lien entre la politique de l'entreprise, autrement dit l'organisation du travail, les conditions de travail, etc., et les conflits. Elle va dire qu'il n'y a aucun lien entre la politique de l'entreprise et les violences qui se manifestent dans cet établissement. Elle fait porter la charge des dérèglements sur la catégorie sociale des jeunes de cité. Ces villes où habitent ces jeunes, dira l'avocat de la direction, sont caractérisées, je cite, par une délinquance forte,
un taux de criminalité supérieur à la moyenne nationale. Il ira jusqu'à annexer à ces conclusions, je parle de l'avocat de l'employeur, des coupures de presse locale, notamment avec des voitures incendiées, etc. Des coupures de presse locale qui montrent à quel point l'insécurité fait rage dans ces banlieues où habitent la plupart des ouvriers embauchés dans cette entreprise. Alors l'avocat dira que ces jeunes des quartiers difficiles ont des comportements agressifs qu'ils importent dans l'entreprise. Ils importent les problèmes de l'extérieur, c'est-à-dire du quartier, de la cité, à l'intérieur de l'entreprise. 40 pages, j'en ai le souvenir net, de conclusion de l'avocat de la direction pour argumenter finalement l'extériorité des causes des violences dans cette entreprise. Donc une direction qui développe cette extériorité des causes, finalement qui ramène notamment à des dispositions individuelles de violence de ces jeunes, et qui, ce faisant, en utilisant cette thèse de l'extériorité, se dégage, en tout cas tente de se dégager de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail, contester le risque grave et empêcher que l'expertise se fasse. Alors, je l'ai dit au début que la direction opère ce raisonnement ne m'étonne pas, car je vois bien la visée qui est de se dégager de la responsabilité juridique dans la production du risque de violence. Ce qui me frappait surtout, c'était que pendant l'enquête, les ouvriers eux-mêmes portaient cette explication-là, massivement, pas tous encore une fois, mais c'était une tendance très nette finalement. Ils déployaient le même raisonnement de la direction de ces individus supposés violents qui apporteraient cette violence dans l'entreprise. Et à cette explication des ouvriers se superposait une autre, qui était les jeunes, les vieux, je vais vite, hein. Je dis vieux, c'est pas péjoratif, je m'inclus dans cette catégorie. Hein. Il disait, c'est un problème de génération, voilà, de différence d'âge, avec des ouvriers à l'ancienne qui ont un autre rapport au travail, à la cadence, etc. Et ces jeunes qui arrivent et avec lesquels on ne peut pas se comprendre. Bon. Alors, le juge a décidé, puisque quand une direction conteste une expertise, tout ça se termine au tribunal, en tout cas dans le secteur privé, et le juge a décidé qu'il y aurait expertise parce qu'il y a bien possiblement une responsabilité de l'entreprise dans la production de ces violences. Alors, sans être très longue, vraiment ça a été sur quoi on a focalisé l'analyse, à répondre à cette question. Est-ce que les choix de l'entreprise ont pu participer, même un peu ou beaucoup, à la production de ces violences? Alors, la réponse a été un grand oui. Voilà, à grands traits, je vous livre la chose. À une époque, il était très net que la direction avait fait le choix d'un recours massif à l'intérim et à différentes formes de contrats précaires. Il y avait d'ailleurs, en période de forte activité, un nombre de contrats très précaires dans l'établissement qui devenait supérieur au nombre de salariés en CDI. Donc vous voyez un peu la configuration sociologique de l'effectif. Et à ce choix de la précarité de l'emploi se superposaient d'autres choix stratégiques de l'entreprise, celui d'augmenter les exigences de productivité, celui d'introduire la performance individualisée, en clair, ces ouvriers à la chaîne, ce n'était pas le cas avant, on les contrôlait et on les évaluait sur les quotas individuels et pas le quota du collectif de la journée qu'ils pouvaient produire par jour. Dans le même temps, la mise en œuvre d'une polyvalence que j'appellerais sauvage. On est dans le milieu ouvrier, donc comme souvent traditionnellement dans le milieu ouvrier, les anciens rentraient sur les postes de travail les plus durs, les plus pénibles. Ils tournaient sur ces postes-là et à un moment donné, et aussi usés par ces postes pénibles, ils se stabilisaient. Ils arrêtaient de tourner à un poste de travail
dont il finissait par maîtriser tous les rouages. Et que fait la direction en même temps qu'elle recourt aux contrats précaires, qu'elle augmente les exigences de productivité, qu'elle individualise la performance? Elle introduit la polyvalence du jour au lendemain, c'est-à-dire que les ouvriers, quelle que soit leur ancienneté, ont désormais vocation à tourner indifféremment sur tous les postes. Voyez ? Donc vous voyez un peu, après ça se traduit dans le quotidien du travail. Quand un jeune vient prendre, en tout cas c'est comme ça que c'était vécu par un ancien, le poste du jeune, ce poste où l'ancien avait, quelque part il dit, mais moi je l'ai mérité, j'ai tourné longtemps sur les postes pénibles et puis je suis reconnu à ce poste-là. Bon, je crois que vous voyez la suite. Mais ce n'était pas fini. Dans la politique de l'entreprise, elle s'était mise à déléguer l'accompagnement des nouveaux entrants, au lieu de le déléguer à la formation au poste, si vous voulez, pour les nouveaux, au lieu de déléguer cet accompagnement et cette formation au poste à des anciens, et donc ainsi à marquer la reconnaissance de leur expertise sur les postes, elle allait chercher des nouveaux embauchés à qui elle confiait l'accompagnement des encore plus nouveaux qu'eux, notamment des intérimaires. Mieux encore, enfin je le dis de façon un peu ironique, la direction s'était mise à proposer des promotions à des nouveaux embauchés. Elle avait même créé une catégorie intermédiaire, mieux payée et dotée de certains pouvoirs, entre l'agent de maîtrise et les ouvriers. Et c'est beaucoup à des nouveaux embauchés qu'elle proposait ces postes-là. Bon, cette politique, même si je ne rentre pas dans tous les détails, a eu des effets très nets, différenciés entre les deux catégories. La catégorie des anciens, plus âgés, qu'on appelait des stables, et la catégorie des plus jeunes, plutôt précaires, parce que pour les précaires, cette politique leur donnait l'occasion de se faire une place, de faire leurs preuves, notamment par cette histoire de quotas individualisés, et notamment les précaires qui espéraient ainsi obtenir un CDI. Mais en même temps, ça dévaluait les stables et ça remettait en cause leur place et leur savoir-faire. Finalement, en répondant aux nouvelles normes de production, les nouveaux entrants incarnaient, je dirais, malgré eux, un processus de disqualification des savoir-faire et un processus de déclassement des anciens. Donc, on comprend bien comment, alors, cette politique, finalement, crée des ressentiments dans les deux catégories et des clivages qui finissaient par se traduire sur, parfois, un petit mot malheureux, un regard, se traduire dans des conflits concrets au travail qui, d'apparence, étaient dus à une raison, à la raison du jour, une raison un peu anodine. C'est en tout cas comme ça qu'à chaque fois le conflit m'était présenté. Mais pourquoi tu t'es engueulé avec ton collègue, machin? Eh bien parce qu'il m'a mal regardé, il m'a mal parlé. Mais quand on creuse, on retrouve les ressentiments dont je vous ai parlé. Voilà pour l'exemple, encore une fois. Bref, pour dire que toujours, quand j'ai analysé l'organisation du travail, j'ai retrouvé une organisation qui était à l'origine, au moins en partie, mais bien souvent en grande partie, des tensions et des conflits. Et pas du tout, ou pas seulement, ou pas de manière déterminante. Ce qui était explicatif des conflits, c'était pas de manière déterminante, ni la personnalité, ni le fait d'être un homme ou une femme, ni la différence de génération ou autre disposition individuelle. Les enquêtes, elles identifient toujours des causes organisationnelles qui créent le terrain favorable au déploiement de comportements violents, même parfois, au déploiement des conflits. Donc finalement, ces constats, en tout cas les miens et ceux de mes collègues, posent la question de l'individualisation et de la psychologisation des rapports au travail
Alors, c'est quoi cette affaire? C'est finalement quand on mobilise seulement ou principalement le registre individuel et psychologique pour parler des conflits. Finalement, ce registre individuel et psychologique, il va venir remplacer un registre collectif et organisationnel pour énoncer, analyser et résoudre les problèmes. Voilà, l'individuel, le psychologique, comme un allant de soi, ils sont désignés de manière comme évidente, comme étant le registre qui va permettre d'expliquer, de résoudre les problèmes. Et le problème, c'est que cette façon d'appréhender les choses, elle invisibilise et elle nous détourne du sujet de fond. Et le sujet de fond reste donc pas traité. Et le sujet de fond, c'est celui de l'organisation du travail et des conditions de travail qui sont, je le redis, de ma vue, grandement explicatives des tensions dans les relations au travail. Là, en mobilisant ce registre de l'individuel et collectif, le risque devient individuel, donc à traiter au niveau des individus. Ce sont les individus, in fine, qui sont jugés et pas l'organisation du travail. C'est les individus qui sont responsables et on ne cherche plus à changer les conditions et l'organisation du travail, mais on s'adresse à l'individu pour qu'il change lui-même, pour qu'il s'adapte, etc. Pourtant, c'est bien l'employeur qu'il s'agit d'interpeller. Il en est responsable du risque puisqu'il est à l'initiative d'une organisation du travail qui est productrice de conflits. Alors, je disais dans mon introduction qu'il y a toujours quelque chose qui m'interpelle, que la réalité soit dégradée avec des conflits. Donc, je viens de dire pourquoi. Donc, ce qui m'interpelle, c'est que une grande tendance dans les explications données par les travailleurs et leurs représentants à mobiliser exclusivement ou principalement le registre individuel et psychologique pour expliquer les conflits. Mais quand la réalité est positive, c'est-à-dire quand les relations de travail, notamment entre collègues, me sont décrites comme positives, il y a aussi là quelque chose qui m'interpelle. Je vais être plus courte dans mon propos. Je pense par exemple à la dernière enquête assez récente que j'ai faite dans un établissement de santé, dans une clinique privée, mais je pourrais dire ça d'autres établissements où j'ai enquêté. Alors quand vient le sujet des relations au travail, là c'était positif entre collègues. Alors j'avais plein de qualifications positives. Entraide, soutien, entente, solidarité, esprit d'équipe, collégialité, ambiance familiale, collègues formidables, bonne dynamique, harmonie, etc., etc. Alors pas tous, mais c'était quand même une tendance majoritaire. C'est aussi avec régularité pendant les entretiens que les soignants m'expliquaient le soutien que leur apportaient leurs collègues, la confiance qui existait entre soignants, et qui m'expliquait à quel point ce soutien et cette confiance étaient des déterminants majeurs de la sécurité, à la fois pour les patients, mais aussi de leur propre sécurité, puisque, je l'ai dit au tout début, ça venait atténuer un peu les risques auxquels les professionnels étaient exposés. Et c'est aussi régulièrement que ces soignants me disaient, comment vous dire, dans ce cas-là, il y avait des situations objectives, graves, d'épuisement professionnel. Et à un moment de l'entretien, je leur ai dit, mais vous êtes là, quoi. Enfin, je veux dire, tout ce que vous me décrivez comme problème de santé, comme dureté des conditions de travail, qu'elles soient physiques ou psychologiques, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez présente. Ah oui, mais on écourte les absences pour ne pas laisser les collègues dans la... Je vais rester polie. Voilà, vous connaissez la suite. Pourquoi est-ce que vous avez déjà pensé quitter cette clinique et aller travailler ailleurs? On sait aujourd'hui que les soignants
sont précieux et que vous retrouveriez très probablement un emploi assez rapidement. Alors une des raisons, c'était ben non, parce qu'il y a les collègues et je ne vais pas partir comme ça et quitter ce collectif qui m'apporte beaucoup. Bref, vous l'aurez compris, la question là des relations au travail était un facteur ressource déterminant, fort de la relation au travail et à l'emploi. Et là, moi, ce qui m'interroge, et notamment dans cette clinique, mais je pourrais le dire pour d'autres situations de travail, c'est pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles cette si forte solidarité qui m'est décrite ne passe pas le cap de se transformer en je dirais, en un collectif résistant, en une force de collective résistante au sens du dictionnaire, hein, c'est-à-dire qui dit non pour imposer ses normes de métier, pour imposer d'autres conditions de travail soutenables pour les professionnels, pour imposer des conditions de travail qui permettent de faire un travail qui a du sens, notamment auprès des patients, et un travail de qualité. Pourquoi alors même que cette solidarité est forte, elle ne se transforme pas en contre-pouvoir réel qui transforme l'environnement de travail délétère et fasse que le soin apporté aux patients soit différent. Voilà les quelques premiers éléments que je proposais de partager avec vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour, Stéphane. Alors, je travaille au CE à Grenoble, je suis pas du tout dans le médical. Alors, c'est pas forcément des questions, mais c'est des remarques sur des choses qui ont été dites. Sur l'explication par le genre, par exemple. Bon, la pomme, on en parle ou pas? Quand même. Oui, bah oui, la pomme. Après, on a dû sortir du paradis, puis on s'est retrouvé dans cette merde. Alors, si je parle de ça, bon, on est dans un environnement judéo-chrétien. Donc, si je dis ça, c'est parce que vous n'êtes pas responsable de la pomme, on est d'accord, mais c'est qu'on a tous des pieds. Et ces pieds-là, moi, j'y suis confronté au quotidien avec les élus de mon syndicat. Parce que quand on parle du fait que on part sur un référentiel individuel plutôt que de les questionner sur le rôle de l'organisation du travail, moi je me suis rendu compte que la plupart des élus, ils ont un biais ancré très fort qui les oblige à raisonner dans un milieu qui est fermé, figé. Ils ne se posent pas la question du comment on pourrait changer l'organisation pour que... Non, ils raisonnent avec l'existant. Alors que le patron, lui, il s'en fout de l'existant. Il va nous mettre une organisation tous les 2 ans. Donc lui, il ne raisonne pas en milieu fermé. Donc moi, c'est une explication que je vois au fait que on a un biais qui, de fait, parce qu'on est sage, hein, on a fait des études, on est des gens gentils, on ne va pas mettre en question l'organisation qui nous est proposée. Et donc là, c'est un premier travail que moi j'ai fait au niveau de nos élus, au niveau du syndicat, c'est de leur dire de ne plus réfléchir sur une problématique d'organisation du travail ou de conflit interpersonnel sur on fait et on réfléchit qu'avec l'existant. Ensuite, sur le cycle dont vous avez parlé, là, sur l'arrêt, les personnes qui partent en arrêt de travail, ce qui augmente la charge de travail des restants, ce qui peut impacter des rancœurs individuelles. Et moi, la question que je me suis posée, c'est et le taulier dans tout ça, il fait quoi? Moi, c'est ça la question que je me pose quand j'entends ça, parce que
c'est lui qui est responsable au final de l'organisation du travail, c'est pas le collectif de travail en lui-même. Encore que sur la dernière question que vous avez posée, il pourrait, hein, mais dans certains métiers c'est compliqué. Peut-être qu'il faudrait aussi discuter de la nature des arrêts. Parce que les gens qui s'arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus soutenir le travail, c'est bien, mais ils s'arrêtent dans quelles conditions? C'est leur médecin qui les arrête en leur disant t'es fatigué, il faut peut-être te reposer, ou tu es obligé de t'arrêter à cause de ton activité professionnelle. Et là, c'est pas le même arrêt, hein. Si on coche la petite case dans le CMI cause professionnelle, là, le patron, il va être confronté à sa responsabilité. C'est pas un collègue de travail qui s'arrête parce qu'il est fatigué. C'est un collègue de travail qui s'arrête parce que le travail l'a rendu malade. Alors, tant qu'on reste sur des arrêts de travail individuels sans cocher la petite case maladie pro, bah, le taulier, lui, il est peinard, hein. C'est son organisation, c'est peu lui qui va assumer les conséquences, c'est la solidarité nationale, c'est notre sécu. Donc peut-être que dans un service où, effectivement, on ne peut pas s'arrêter de travailler parce que ça surcharge les collègues, ou si on le fait, c'est vraiment qu'on est à bout, ou parce que derrière, bah, soit c'est un travail de recherche qui va rester là, qui va attendre qu'on revienne pour le faire, ou c'est des patients bah, qui potentiellement peuvent claquer. Là, ça devient compliqué de s'arrêter. Et si à aucun moment le taulier il est mis devant ses responsabilités, bah, c'est pénard. Voilà, j'avais que ça à dire. D'autres interventions? D'autres questions? Oui, moi je suis Marius, un ancien du CHU. D'abord, un grand merci pour votre intervention. Moi, j'aurais parlé quand même de l'organisation du travail. C'est bien le patron, la direction générale, qui fait travailler les salariés dans un carcan très très précis, avec une logique financière derrière. Est-ce qu'un jour, toute cette verticalité de hiérarchie va demander aux salariés qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer dans l'organisation du travail, quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs volontés d'améliorer les conditions de travail et qu'ils soient vraiment acteurs de leur travail. Parce qu'un salarié au CHU, il arrive, on lui dit c'est comme ça, tu peux travailler comme ça, dans ce cadre-là, et ça s'arrête là. Donc évidemment, on parlait de perte de sens, on parlait de tout ça, et il y a beaucoup de conflits interpersonnels qui viennent parce que, justement, il n'y a pas cette liberté dans le travail, avec cette logique financière qui est derrière, bien sûr. Évidemment, on ne peut pas parler de qualité des soins et de logique financière en même temps. Il y a un problème. Donc, évidemment, on ne s'y retrouve pas. Il y a pas de... Enfin, maintenant, ils appellent ça des collaborateurs, mais ça me fait bien rire, parce que c'est quand même... Il y a quand même une pression énorme sur les salariés, et puis il faut toujours faire plus avec moi. Donc voilà, on ne parle pas des salaires, on n'en parle plus. Ce qui pourrait changer au CHU de Grenoble, eh ben, ça serait aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au projet de loi de finances de la sécurité sociale, ça c'est pareil, on n'en parle pas. Enfin voilà. On se demande pourquoi des soignants quittent le métier. Ben, trouver du positif dans tout ça, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà, je voudrais vraiment axer ma réflexion sur l'organisation du travail, et c'est bien l'employeur qui a toute la responsabilité d'organiser le travail et de créer quand même des conditions de travail acceptables. On peut peut-être commencer à répondre. Hein, Je sais pas forcément des questions. Il y avait une personne.
Moi, je voulais quand même faire une remarque. Oui. J'avais juste une petite remarque là. C'est que là, on est face. Enfin, moi, je suis retraitée maintenant, donc j'ai plus toute cette pression, etc. Et avec le recul, je me dis, il y a quand même toujours quelque chose derrière de la part des directions qui nous disent, enfin, dans nos milieux, on n'arrive pas à recruter du personnel. Il n'y a plus de personnel. On n'arrive pas à le recruter. Voilà, alors face à ça, moi je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, parce que voilà, effectivement, le personnel s'en va, et derrière, ben, ils n'arrivent pas. Ils disent, on ne peut pas recruter, c'est pas de notre faute, finalement, il n'y a pas le personnel, voilà. Donc ça aussi, c'est une vraie question, et comment on peut contrer, en fait, ce discours-là, ça m'interroge, quoi. Moi, je voulais juste faire une remarque par rapport à l'intervention de Marius sur la question de c'est la responsabilité de l'employeur. Effectivement, moi, on peut peut-être, alors s'il faut reprendre encore un peu de voir les choses de façon plus lointaine, ce tournant gestionnaire, il a été élaboré par des philosophes. Il y a Hayek, Friedman, voilà, ça a été élaboré depuis un petit moment et ça a marché et ça marche. Mais ça marche aussi parce qu'il y a un concours de notre part qui est celui de la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on accepte aussi de concourir à ces conditions de travail. Et il ne faut pas oublier ça, je veux dire, si ça marche, c'est parce que nous, on accepte aussi de le faire. Alors, effectivement, on n'a pas la même place, mais profondément, je pense que l'homme préfère être commandé que d'être face à sa liberté, parce que face à sa propre liberté et comment je vais travailler, bah, c'est être face à du doute, c'est être face à est-ce que je fais bien, mal les choses. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas quand même négliger. Que je voulais quand même préciser. Oui, bonjour, je voudrais intervenir par rapport à ce que vous venez juste de dire et puis d'autres choses. Je pense que par rapport à ce que vous avez dit, l'organisation joue aussi beaucoup sur le chantage affectif. Donc il y a une servitude qui est peut-être volontaire, mais on nous dit, imaginez si c'était votre grand-mère, votre grand-père, et du coup on rentre dans une sorte de cercle vicieux, c'est sournois. Et du coup, je pense que voilà, c'est voulu aussi, c'est intentionnel. On ne dit pas des choses comme ça si on veut pas. En fait, on nous met dans une sorte de prison volontaire. Comme dans les sectes, quoi, pour être un petit peu fort, mais on dit voilà, il faut faire parce qu'il y a un humain en bout de chaîne, ce qui est vrai, et du coup on joue beaucoup là-dessus, quoi. Donc je pense qu'effectivement on est coupable d'accepter ça, mais en même temps, est-ce qu'on a bien le choix? Je veux dire, on ne s'est pas engagé pour s'occuper de gens, et après dire à la fin, bon, on va s'en occuper comme des boîtes de petits pois, quoi. Je veux dire, après il faut pouvoir se regarder dans le miroir aussi chaque matin, quoi. Donc voilà, c'est juste pour ce que vous veniez de dire. Et après, je trouve que vous avez posé, Madame Regui, vous avez posé des éléments qui étaient vrais, que j'ai vus ou que j'ai vécus, par rapport aux entretiens individuels, le fait de culpabiliser les gens de manière individuelle, par rapport à des choix collectifs, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, j'aimerais que, moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est pas pour constater ça, parce que je l'ai déjà vu et vécu, comme je vous ai dit, mais j'aimerais avoir des leviers, c'est-à-dire, effectivement, je suis d'accord que l'entretien individuel est vraiment un moment où on peut être en fragilité, et l'organisation profite de ça aussi. Donc j'aimerais aussi qu'on rappelle les éléments qui peuvent protéger les agents, les outils qu'on peut actionner pour se défendre, et puis pour se protéger, quoi. Parce qu'on est beaucoup dans des situations de vulnérabilité, je trouve. Et c'est aussi une situation qui est voulue et qui est recherchée, je pense, par l'organisation. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui sont de bonne volonté, mais le contexte fait qu'on les fragilise. Et puis les gens les plus intelligents, bah, ils partent, parce que ça leur va pas, ça leur suffit pas, ou alors ils font autrement, parce que effectivement, moi j'ai des réunions où qu'on me laisse la parole. Mais cette parole, elle n'est pas prise en compte et elle n'est pas suivie de changement. Donc il n'y a pas de conséquences. Donc il y a beaucoup de gens qui arrêtent de parler
Parce que de toute façon, à la réunion, on va dire oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. D'accord, bon, on fait comme on a dit. Et du coup, la parole est niée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de situations, finalement, on mettrait n'importe qui. La conclusion sera la même. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire, voilà, il y a tel contexte, tout est fait pour qu'on aille vers un cheminement, comme un système algorithmique, on va vers un cheminement et l'organisation est faite pour que l'algorithme marche. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, voilà, moi, si je suis ici, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir des éléments qui puissent protéger l'agent. Donc, indépendamment des structures syndicales, rappeler peut-être rapidement, de manière naïve, comment doit se dérouler un entretien, peut-être, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des choses, il me semble, bonnes de rappeler aujourd'hui, puisque c'est l'endroit, je suppose, pour en parler, quoi. Voilà, merci. Un des premiers éléments de réponse, du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Hein, c'est exactement. Non, mais. Je ne suis pas reconnu, donc je n'ai pas d'informations. Voilà, c'est pour ça. Donc là, c'est faire ce pas de côté, du coup, se poser et réfléchir à poser toutes ces questions et interroger, du coup, toutes ces organisations. C'est l'action et peut-être me rappeler. Tu réponds à la hiérarchie. Je ne vais pas me répéter, mais voilà, je pense que je me suis exprimé bien. Alors déjà merci, oui, c'est vraiment intéressant, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que ça peut se déliter par petits bouts et plein d'endroits, et que du coup c'est peut-être un peu comme la grenouille là qu'on met dans l'eau chaude, et au début elle saute pas, mais c'est parce que ça se délite, et c'est peut-être pour ça que les collectifs ils voient pas, enfin je pense à des cas concrets chez nous, donc pareil je suis au CEA, je suis pas du tout dans le médical, mais on peut reconnaître des choses, et comment on fait pour sortir un collectif qui dit c'est un tel, en fait, quand une unanimité de dire c'est un tel et bidulette qui s'engueule tout le temps. Enfin, comment on aide, en tant que la syndicat pour aider les gens, à sortir de cette réflexion-là? Et vraiment un peu pareil, comment on fait concrètement pour remonter et dire, voilà, c'est pas, focalisez pas sur un tel, voilà, comment concrètement on aide les gens? Oui, moi, par rapport au constat, puisque là, en fait, on est sur une analyse du lien entre les conditions de travail, l'organisation de travail et les conflits interpersonnels. Je pense qu'il faut, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, c'est voir les conséquences qu'ont eu, par exemple, la mise en place des 35 heures, toutes les réformes de gestion d'hôpital, le new management dans la fonction publique, la politique salariale avec la montée du salaire au mérite, qui a un lien direct avec leur duel d'entretien. Et je dirais même toutes les réformes de formation des professionnels de santé. Parce que la santé, en fait, tous les professionnels, leur identité, le sens au travail, leur identité professionnelle, c'est le collectif. C'est leur identité professionnelle, c'est pas seulement lié à l'organisation du travail, c'est-à-dire que il faut absolument, au quotidien, faire une analyse de ta pratique collective pour pouvoir mettre en œuvre derrière des soins de qualité. Or, toutes les réformes dont je viens de parler, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué la politique par chiffre. Hein, donc, par exemple, pour calculer un effectif dans un service, il n'y a aucune norme. Hein, il n'y a aucune norme de nombre d'agents par malade. Hein, donc, c'est un des combats qu'on est en train de mener, là, si je suis toujours un petit peu les informations. C'est qu'on fait un calcul théorique par rapport aux besoins en effectifs liés au nombre de jours de présence, calcul d'heures de travail, c'est un truc théorique, mais on ne prend jamais en compte tout ce qui est les arrêts maladies, ça c'est jamais pris en compte. Il n'y a pas de sureffectif ajouté pour pouvoir gérer je dirais, les impondérables dans un collectif. Il y a forcément... t'es jamais à 100%, personne n'est jamais à 100% au travail tout le temps. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que
par exemple, l'organisation du travail en 12 heures, le collectif du travail a été cassé, y compris dans la formation, notamment l'universitarisation des formations, ça casse cette identité professionnelle du collectif. Les organisations du travail, il n'y a plus de temps de coupure, il n'y a plus de temps de transmission. Alors en 12 heures, n'en parlons pas, elles le font sur leur temps personnel. D'ailleurs, moi, ce qui me frappait quand on s'était tourné de service et qu'on débattait sur ces questions-là dans les services, c'est que souvent, le personnel, il fait au moins 2, 3 types, voire plus, 3 types de transmission. Il y a la transmission qui doit nécessairement rentrer dans l'ordinateur parce qu'il y a un contrôle, de l'activité, c'est les transmissions sur l'ordi. Il y a quand même quelques échanges entre 2 passations de pouvoir, de travail, quoi, de changement d'horaire. Et donc les filles, elles prennent là encore des notes. Et après, par rapport à tout ça, elles organisent sur encore une 3e transmission leur propre journée de travail derrière. Donc déjà, on voit bien que il n'y a plus de collectif dans toute l'identité du professionnel qu'on gère avec des nouveaux critères, des nouveaux outils. Ça casse complètement l'identité professionnelle. Et donc, c'est cette gestion par chiffre, c'est cette gestion un service public, un service de soins, ne peut pas être un marché rentable. Ça peut pas, ça n'a jamais existé. Tous les économistes le disent, on ne peut pas planifier, on ne peut pas, avoir une gestion compétitive dans la santé. Et pourtant, c'est bien ce qu'ils mettent en œuvre. Hein. Donc, c'est les conséquences de toutes ces réformes qu'on a vu venir dans les années 80 et 90, avec d'abord le PMSI, c'est-à-dire qu'il fallait mettre un prix sur le malade, fallait évaluer l'activité pour un malade, le PMSI, après on a mis un prix dessus, après on a fait des grands calculs, des calculs sommaires, si vous écoutez tous les économistes, ils disent c'est des calculs sommaires, le calcul de la T2A, c'est absolument pas, logique, même pour une mise en compétition Donc voilà, d'ailleurs, tous les critères de chiffrage sont changés tous les ans. Donc c'est la preuve qu'on essaie d'affiner, parce que c'est pas possible de gérer dans la santé, notamment, de cette façon. Donc moi, je pense que normalement, les conflits interpersonnels, c'est lié évidemment à l'organisation du travail, mais c'est aussi à la logique économique, la logique libérale la santé est un marché qui conduit à cette politique sur les salaires, cette politique sur l'organisation du travail, etc. Je peux ? Oui, il y a encore une question, mais... On peut peut-être C'est une question très très rapide. On est 2 du CEA, donc nous on est dans un établissement public avec des contrats privés. Et je me pose la question quels sont vos statuts? Est-ce que vous êtes tous de la fonction publique? Est-ce qu'il y a différents types de statuts de contrats? Est-ce que typiquement, est-ce que le code du travail, ça s'impose à vos employeurs ou pas? Je n'ai pas ces éléments-là. De façon générale, voilà, c'est les statuts de la fonction publique hospitalière qui nous dirigent. Après, il y a des personnels qui sont en contrat privé dans la fonction publique hospitalière, donc ils n'ont pas les mêmes... il y a les 2 codes du travail, du coup, qui s'appliquent. Oui, moi, je voulais juste dire 2-3 mots sur en réaction à ce que vous avez dit. Et ce ne sont pas des réponses.
Voilà, on est en train d'essayer d'élaborer ensemble. Voilà, ma voix ne vaut pas plus, je le pense sincèrement, que n'importe quelle réaction d'un autre. Donc, j'ai pas des réponses, j'ai des réactions. Alors, un peu dans l'ordre faudrait cocher la case, la CMI, je ne sais pas ce que c'est CMI, mais en gros, la case qui dit bien qu'il y a un caractère professionnel à l'arrêt ou au dommage. Moi, je rejoins tellement fortement, je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que ça avance du côté de la déclaration et de la reconnaissance des dommages qui se traduisent par des accidents ou des maladies. Et on voit dans le public comme dans le privé, il y a une sous-déclaration majeure. Moi, je vous parlais de la clinique. En ce moment, j'ai fait beaucoup d'enquêtes ces derniers temps dans des établissements de santé. Voilà, les crises de larmes, de nerfs sont fréquentes sur le lieu de travail. Il y a encore des soignants et des soignantes ou autres salariés qui ne savent pas. C'est une des raisons de la non-déclaration, que ça peut se déclarer en accident du travail. Je veux dire qu'il y a un vrai enjeu à rendre visible le caractère professionnel des accidents et des maladies pour la simple raison, en dehors de l'intérêt individuel et notamment économique pour la victime, c'est un vrai sujet, mais en dehors de ça, c'est l'intérêt collectif, c'est-à-dire que d'expérience, ça nous donne un levier supplémentaire pour exiger de l'employeur, quand l'effort de conviction a échoué, pour le contraindre à faire de la protection et de la prévention. L'autre chose qui me fait réagir, c'est que bien sûr, on est tous à la recherche de comment, c'est-à-dire les issues, les solutions. Alors, dans le détail, et notamment sur vos entretiens individuels, moi, je ne sais pas, et puis moi, je n'ai pas évoqué la question des entretiens individuels d'évaluation. Moi, j'évoquais, peut-être y a-t-il eu malentendu, les entretiens que je faisais avec les salariés dans le cadre de mes enquêtes sur la santé au travail. Mais je crois qu'au bout du bout, je suis aujourd'hui fondamentalement convaincue, et cette réponse va peut-être vous décevoir, que l'issue se trouve fondamentalement dans la reconquête d'espaces collectifs de délibération sur le travail, des espaces de discussion des professionnels sur le travail et ses conditions d'exécution. Alors oui, ça peut paraître décevant de dire mais comment on fait face à tout ça ? Eh bien, en multipliant les occasions de discuter, de délibérer, de débattre contradictoirement des travails et des conditions d'exécution. C'est la condition première et c'est pas pour rien que des pratiques managériales, même modélisées, ont cherché à limiter, casser, empêcher cette élaboration collective et pour enfermer les professionnels dans des situations de travail vécues individuelles et vécues comme telles. Ensuite, sur la question de l'argument récurrent de dirigeants, mais on n'arrive pas à recruter, enfin du faux argument pour moi. Et aujourd'hui, à force de l'avoir entendu, je ne prends plus de gants. En général, je sais me tenir, mais là, je leur dis qu'il faut arrêter avec les faux arguments, parce que on sait, et je vais préciser le on, que les conditions de travail, et en particulier l'organisation du temps de travail mauvaise et l'atteinte au sens du travail, et par ailleurs les conditions salariales sont les causes déterminantes des problèmes de fidélisation et des problèmes de recrutement. Alors le on, c'est l'expérience d'enquête, de terrain, c'est-à-dire ce que nous livrent dans des enquêtes qualitatives les soignants, les professionnels de ce secteur, qu'ils soient d'ailleurs de la santé, médico-sociale ou sociale, on retrouve le même problème. Mais aujourd'hui, on a des enquêtes statistiques, c'est-à-dire à grande échelle, qui montrent cela. C'est-à-dire qui montrent que ce qui détermine les problèmes de fidélisation et de recrutement, c'est bien ces questions de conditions de travail et salariales. Et donc, il faut, me semble-t-il, opposer de manière ferme et pas vacillante un argument d'autorité, c'est-à-dire ce que renvoie le terrain, ce que renvoient les enquêtes statistiques comme raison principale. Par ailleurs, un autre argument d'autorité, c'est qu'il faut aller trouver, et ça existe, des établissements où une réelle politique sociale a été
je veux dire, où la politique sociale a été sérieusement remise en cause et la politique de prévention pour que les conditions de travail véritablement s'améliorent et les conditions salariales aussi, et qui montrent que les personnels restent et que d'autres viennent taper à la porte pour se faire recruter. Donc je pense qu'il faut de manière ferme opposer ces arguments-là. Sur imaginer que c'est votre grand-mère, hein, cette logique qui vient nous enfermer dans cette culpabilisation, c'est comment on arriverait presque à retourner l'argument, c'est-à-dire justement parce que j'imagine bien que c'est ma grand-mère que je refuse, enfin pas individuellement, collectivement, je refuse que ce soit des conditions de travail aussi pourries qui ne me permettent pas de lui apporter la qualité des soins. Justement, vous voyez, c'est-à-dire comment ce même argument peut être utilisé comme l'argument, et c'est souvent le cas quand il y a de la résistance, comme l'argument pour résister à cette imposition de conditions de travail ou d'une organisation du travail délétère. Enfin pour l'instant, sur le Code du travail qui s'applique, moi je voulais juste en profiter pour souligner qu'en matière de santé et sécurité au travail, l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur est la même, dictée par la loi, que l'on travaille dans le privé, dans la fonction publique hospitalière, d'État ou territoriale. Elle est inscrite aux articles L4121-1 et suivants. Et ce premier article chapeau dit que l'employeur doit assurer la sécurité des travailleurs, protéger leur santé physique et mentale. Et ensuite, lorsqu'il le fait, il doit en plus pas le faire comme il l'entend, c'est-à-dire en leur distribuant des corbeilles de pommes bio, de la tisane et des formations à la gestion du stress, mais qu'il doit le faire d'abord en faisant tout pour éviter les risques et donc supprimer les dangers ou les réduire significativement, etc. etc. Il n'y a pas marqué le soin et la prévention dite tertiaire, elle n'est pas illégale, mais c'est pas ça qui est exigé par la loi à l'égard d'un employeur. Voilà. Je le dis parce que s'il y a bien un enseignement majeur des 24 ans d'enquête, c'est le gouffre. C'est même pas l'écart, le gouffre, hélas, qu'il y a entre les exigences de la loi à l'égard des employeurs pour que le travail et ses conditions de réalisation n'abîment pas les hommes et les femmes qui l'emploient, le gouffre qu'il y a entre ces exigences et la réalité du non-respect par les employeurs de ces exigences-là. Alors, si je pensais qu'on ne peut rien faire à ce gouffre-là et que les carottes sont cuites, je n'aurais pas continué pendant 24 ans à contribuer autant que je peux de ma place à réduire cet écart. Si je continue à le faire, je ne pense pas être plus masochiste que la moyenne, c'est que j'ai la conviction que lorsque une résistance collective est patiemment travaillée, qu'elle est soutenue par de la connaissance, qu'elle est soutenue par les règles de droit et les alliés qui peuvent les activer, je crois qu'on peut modifier le réel en faveur des intérêts des travailleurs.